Donc cette pensée technicienne, cette pensée algorithmique qui s'empare aujourd'hui de toutes les pratiques professionnelles, eh bien, d'une certaine façon, si vous voulez, elle les colonise en leur faisant penser le monde d'une certaine manière, et c'est de ça dont je voudrais justement vous parler. Alors, pour vous en parler, pour essayer de vous montrer en quoi justement cette inflation, je dirais, technicienne, n'est-ce pas, et encore une fois, il n'y a pas que la technique, mais il y a surtout l'usage social et symbolique de la technique, pour essayer de vous montrer cela, je vais prendre un exemple très concret, et essayer de vous montrer comment, à partir de ce moment-là, nos professions canaries, eh bien, elles sont vouées à l'obsolescence. C'est-à-dire que, vous savez que Gunther Anders parlait d'une obsolescence de l'homme face justement à cet envahissement de la technique. Eh bien, je pense que nos professions canaries, d'une certaine manière, elles sont vouées effectivement à l'obsolescence lorsque cette analyse en quelque sorte formelle, numérique du monde se sera totalement imposée. Et je crois que les évaluations sont, à mon avis, là pour ça. Alors, je vais donc prendre un exemple qui est relativement simple. C'est un exemple, j'en ai souvent parlé en différentes conférences et sur les ondes, vous m'avez peut-être entendu en parler. Cette expérience, si vous voulez, c'est une expérience pilote qui a lieu à Londres. À Londres, vous savez peut-être que la tolérance à l'égard d'excès d'alcool qui conduisent ceux qui en sont trop imprégnés, je dirais, à des petites troubles sociaux, hein, c'était altercations, injures, etc., troubles à l'ordre public, etc., et absolument quelque chose, il y a tolérance zéro, c'est-à-dire amende, prison et autres, et les gens sont obligés d'aller pointer auprès de conseillers en probation. Alors, ce qui est très important, vous voyez, c'est en quelque sorte que comment faire. C'est un vrai problème de santé publique, hein, je veux dire, 50% des urgences des hôpitaux londoniens, par exemple, sont dues à des excès d'alcool, donc c'est un point important. Alors, comment est-ce qu'on va traiter ce problème? Ce qui est intéressant, c'est qu'on va le traiter d'une façon tout à fait, si j'ose dire, postmoderne, d'une façon tout à fait technicienne. C'est-à-dire qu'on va proposer à ces citoyens qui se sont trouvés impliqués dans des altercations, dans des injures, des bagarres, etc., on va leur proposer, plutôt que d'aller en prison ou de payer des amendes très lourdes, on va leur proposer de porter à la cheville un boîtier électronique qui analyse toutes les demi-heures leur taux d'alcoolémie. Donc, à la moindre pinte de bière, n'est-ce pas, au moindre whisky, j'espère que hier soir, il y avait de bracelet électronique, n'est-ce pas, eh bien sûr, un signal, et c'est très important un signal, parce que le signal vient en lieu et place de la parole. Le signal vient en lieu et place de la parole. Eh bien, un signal, n'est-ce pas, va à ce moment-là envoyer le récidiviste devant un tribunal, voire en prison, au niveau des amendes. Mais ce qui est intéressant, c'est pas seulement cette pratique-là. C'est un bracelet électronique tout à fait comparable, bien sûr, au bracelet que portent les personnes assignées à résidence. Ce qui est intéressant, c'est la déclaration de l'ex-maire de Londres, Boris Johnson, aujourd'hui ministre, comme vous savez, qui déclare justement au monde: ce projet ne s'adresse pas aux alcooliques les plus sérieux. C'est-à-dire, ça ne s'adresse pas aux malades, ça ne s'adresse pas aux délinquants. Il précise, n'est-ce pas, que ce n'est pas ceux qui sont connus de la police ou bien des hôpitaux. Non, il précise, on vise les gens qui exagèrent un peu trop un vendredi ou un samedi soir et qui se retrouvent dans des délits liés à l'alcool, par exemple des bagarres. Plutôt que de les emprisonner, on peut les aider avec cet appareil. Je crois que c'est moins cher et plus efficace. Ce qui est très important, c'est ça. On peut les aider. Ça veut dire, si vous vous rappelez un petit peu de ce que j'ai balbutié au début de mon intervention, on peut les aider. Ça veut dire que la forme de la relation d'aide, la forme de la relation de soins, la forme de la relation éducative, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un surmoi à la cheville, c'est une prothèse portée à la cheville. La conscience morale, la raison critique, le discours des Lumières, le discours du libéralisme philosophique, de Kant, émancipe-toi de la tutelle des religions, etc., ne te fie qu'à ta raison critique et à la loi morale, c'est terminé. J'ai plus besoin de raison critique, je n'ai plus besoin de loi morale, puisque je porte à la cheville une machine qui finalement contrôle et corrige mon comportement par l'envoi de signaux en interaction les uns avec les autres. Alors, on peut les aider avec cet appareil. Donc, je crois, vous voyez, la relation thérapeutique, la relation de travail social, la relation d'éducation, eh ben, oui, profession canarie, absolument. Eh bien, il va de soi, mais c'est pas une profession poulet, c'est une machine poulet. C'est ça qui est important. C'est la machine.
Je vais en dire un mot encore. Je crois que c'est moins cher et plus efficace. Alors là, c'est pas... Moins cher, c'est un langage de comptable. Plus efficace, c'est un langage de machine. Allez, ça y est, c'est terminé. Hein. C'est les deux mamelles du néolibéralisme. Et on soumet les peuples et on soumet les citoyens comme ça. Il n'y a pas à discuter. C'est moins cher et plus efficace. Alors, c'est moins cher. Ça n'est pas sûr. Parce qu'une fois de plus, et ça vous le savez bien dans vos métiers, une fois de plus, on ne mesure pas les conséquences au moyen et à long terme. On ne mesure que ce qui est à court terme. C'est-à-dire qu'on nous demande de regarder, si vous voulez, le compteur plutôt que la route, et c'est la raison pour laquelle, en regardant les chiffres, on va dans le décor. Oui. Alors, c'est un point qui est très important, parce que ça concerne toutes les évaluations, aussi bien la T2A à l'hôpital, les impact factors à l'université, etc. Tout, aujourd'hui, n'est-ce pas, la valeur n'est rien d'autre que le résidu de dispositifs quantitatifs qui font que tout se passe comme si la qualité n'était rien d'autre qu'une propriété émergente de la quantité. C'est-à-dire que la valeur aujourd'hui se confond avec le prix, bien sûr, on l'a déjà dit, mais la valeur, c'est uniquement le résidu d'un dispositif d'évaluation. Et on ne vérifie pas les biais méthodologiques qu'il y a dans ces dispositifs. Alors, par exemple, très concret, et conclure là-dessus, sur cette expérience, eh bien, est-ce que c'est plus efficace? Est-ce que c'est plus efficace? On est allé voir, si vous voulez, aux États-Unis, puisqu'il nous faut 10 ans pour recycler en Europe les surplus américains. Eh bien, on est allé voir aux États-Unis et, par exemple, on s'est aperçu de recherches évaluant l'efficacité de ce type d'appareil porté à la cheville. On s'est aperçu qu'effectivement, il y avait moins de 5% de récidives tant que les gens portaient le bracelet électronique. Lorsqu'on a enlevé les bracelets électroniques, n'est-ce pas, la moyenne des récidives rejoignait la moyenne générale. Donc, c'est très important, parce que ça veut dire qu'en quelque sorte, il faudrait en permanence avoir, si vous voulez, un bracelet électronique à la cheville qui tienne lieu de votre raison critique et de votre loi morale. Alors, vous allez dire, oui, mais ça c'est un peu particulier, c'est lié à l'alcool. Pas du tout. Si vous pensez ça, à mon avis, vous êtes dans l'erreur. Parce que ce recours, d'abord, regardez les entreprises, n'est-ce pas, qui injectent des puces aux volontaires qui veulent bien porter les puces électroniques sous la peau. Bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes là dans un dispositif qui fabrique un lien social. Et c'est très tentant. C'est ce que j'appelle le technofascisme, hein, je ne vous le cache pas. Et c'est très important parce que ce totalitarisme-là, il implique quoi? Ce totalitarisme-là, il implique que nous vivons dans un monde intelligent. Un monde intelligent, c'est un monde interconnecté, où les objets sont interconnectés. C'est-à-dire que nous avons du retard, eh bien, un signal a été envoyé pour que le taxi qui doit venir me chercher sache qu'il doit venir une demi-heure plus tard. L'interconnexion, c'est les objets qui entre eux communiquent. Par exemple, je suis dans un embouteillage, eh bien, il y a un signal de mon ordinateur qui indique à l'ordinateur qui est dans ma machine à café qu'il doit déclencher qu'une demi-heure plus tard, par exemple, la mise en route du café, etc. Donc ce monde intelligent existe, il y a une ville intelligente, il y a une maison intelligente où les objets aussi, eh bien, rendent d'une certaine manière l'humain superflu. Alors ça ne veut pas dire que nous devrions nous priver, hein, entendez bien ce que je veux dire, ça veut dire que nous devrions nous priver de ce bien-être, de ce confort que procure bien évidemment la robotisation des objets, bien sûr la numérisation du monde, c'est pas ça. Je dis simplement qu'il est d'autant plus essentiel, justement, d'y ajouter, je dirais presque, la poésie, l'art, la culture, la politique, l'amour, l'amitié, pour que ce monde ne devienne pas un monde tellement intelligent que nous n'avons même plus à y être. C'est ça le problème majeur. Parce que ce que je viens d'évoquer rapidement avec cette expérience londonienne, et qui se produit d'ailleurs en Europe du Nord et autres, eh bien ce que je viens d'évoquer, c'est ce qui se produit, par exemple, lorsque vous pratiquez la psychiatrie vectorielle pour déterminer, encore une fois, le risque de récidive d'un patient ou le risque de récidive d'un délinquant, etc. C'est-à-dire que c'est une manière de penser le monde fondée uniquement sur la réduction de l'équivocité de la parole, n'est-ce pas, à la signification unique des signaux. C'est ça le problème. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, en quelque sorte, en réduisant la parole à une configuration purement sémiotique, une pure configuration de signaux, eh bien, nous risquons de nous transformer en société animale. Ce qui était déjà tout à fait anticipé par quelqu'un comme Canguilhem, n'est-ce pas, qui disait que la société de la norme, c'était pas du tout la société archaïque, la société de la norme, une société en quelque sorte prescrite par des normes, eh bien, c'est une société animale où chaque individu n'est rien d'autre qu'un segment, une pièce détachée de l'espèce en vue d'une production collective.
Parce que ce recours à ce type d'appareil pour gens ordinaires tend à se généraliser. Seniors en cavale des maisons de retraite, bambins fugueurs des crèches buissonnières, professionnels tracés pour leur sécurité, policiers ou infirmiers exemplaires, personnel dévoué à l'entreprise, etc. Bien sûr, les personnes assignées à résidence, mais ça peut être demain aussi des étudiants réfractaires, des élèves réfractaires, etc. Vous voyez, on est là dans quelque chose qui est une manière de penser le monde. C'est un peu cela que je voudrais essayer, encore une fois, de faire entendre, moins pour casser la technique, la révolte des canuts qui cassait les machines, moins pour casser, bien sûr, la technique que pour ne pas être asservi à la technique parce qu'elle sert nécessairement des intérêts politiques majeurs, c'est-à-dire elle sert, bien sûr, la loi du marché, elle sert, bien sûr, une manière de gouverner l'humain qui n'est déjà plus démocratique. Il y a des tas de travaux qui sont faits, par exemple, dans le monde anglo-saxon, autour de ce qu'on appelle la post-démocratie. On n'a plus besoin de la démocratie parce qu'on n'a plus besoin du débat politique. Il suffit, bien sûr, de traiter les problèmes par algorithme. Alors, ah bon, d'accord. Je dis simplement qu'il est d'autant plus essentiel, justement, d'y ajouter, je dirais presque, la poésie, l'art, la culture, la politique, l'amour, l'amitié, pour que ce monde ne devienne pas un monde tellement intelligent que nous n'avons même plus à y être.